Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va parler des actualités de la NFL à l'approche du repêchage. La première ronde va avoir lieu jeudi soir prochain, le 24 avril, à Green Bay, au Wisconsin. Et je vais recevoir Gilles Lézy, ancien demi à l'attaque à l'Université Northwestern dans le Big Ten, également ancien porteur de ballon du côté de la Ligue canadienne. Et on va discuter de la position de porteur de ballon, les meilleurs espoirs à cette position en vue du repêchage, parce qu'il y en a vraiment des très talentueux et il y a beaucoup de profondeur à la position de porteur de ballon pour le repêchage. Alors, on va discuter de tout ça avec Gilles et Marc-André va y aller de sa chronique Fantasy Football hebdomadaire. Alors, cet épisode du podcast Sac du Cœur commence à l'instant. Guillaume, par la musique. Marc-André, le repêchage va avoir lieu dans un peu plus d'une semaine. On enregistre le podcast mercredi matin. Ça va avoir lieu jeudi soir. On s'approche. On a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Là, avec l'approche du repêchage, ben là, il y a un peu plus d'activité au niveau des actualités de la NFL. Exactement, Didier. La NFL a d'ailleurs divulgué sa liste de joueurs qui seront présents au repêchage qui commencera avec la première ronde jeudi le 24 avril. Il y a 17 noms qui seront présents au repêchage. Parmi ceux-ci, bien évidemment, le premier choix potentiel, Cam Ward. On retrouve Will Campbell, le meilleur joueur de ligne offensive. Abdul Carter également. Quelques receveurs. Il y a trois corps arrière, Jackson Dart. Et on en avait parlé un peu la semaine dernière, Jalen Milroe. Ça, c'était un peu une surprise. Mais qu'est-ce que tu penses de cette liste-là, le joueur qui seront au repêchage? Oui, il y a Shedeur Sanders, bon, qui n'est pas présent. Lui, il a choisi de regarder le repêchage avec sa famille. Mais encore une fois, c'est Jalen Milroe. Le fait qu'il a été invité au repêchage, on en avait discuté, toi et moi, la semaine dernière. Puis depuis, on continue d'entendre des rumeurs comme quoi peut-être que Milroe pourrait être une surprise et être repêché en première ronde. Donc moi, c'est ce que je retiens là, des joueurs invités. Puis tous les autres joueurs, on s'attend à ce qu'ils soient repêchés en première ronde, bien que le repêchage de la NFL est complètement imprévisible. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont chuter, qui seront repêchés au début de la deuxième ronde, c'est fort possible. Moi, Jalen Milroe m'intrigue. J'ai bien de voir où il sera sélectionné. Parce que si la NFL l'invite au repêchage, c'est qu'il doit y avoir des équipes qui indiquaient à la NFL que peut-être qu'ils ont l'intention de repêcher Milroe plus tôt qu'on peut l'anticiper. Même chose pour Jackson Dart, hein? On le voyait peut-être pas en première ronde, mais le fait qu'il soit présent, il y a même plusieurs personnes qui pensent que Jackson Dart pourrait être repêché avant Shedeur Sanders, plusieurs observateurs. Donc, ce serait intéressant de voir les corps arrière. C'est pas une grande cuvée pour les corps arrière en termes de talent ou de CV, disons, de curriculum vitae, mais Jackson Dart aussi, c'est un espoir intéressant, la position de carrière. Je pense rapidement aux Steelers là, en première ronde Aaron Rodgers n'a toujours pas signé, Didier, hein? Fait que on ne Ah, sait pas trop ce qui se passe. c'est Donc, incroyable, ça. ils n'auront peut-être pas le choix d'aller chercher un carrière assez tôt. C'est peut-être Jackson Dart qui les attend en milieu de repêchage, là. Ouais, j'ai entendu ça, là, les rumeurs, là, il y a des gens qui classent Dart avant Shedeur Sanders, mais pour les Steelers, est-ce que tu repêcherais vraiment Jackson Dart? Parce que ça me fait penser à il y a quelques années lorsqu'ils ont repêché Kenny Pickett. C'était pas une bonne classe de carrière. Ils ont repêché Kenny Pickett, puis ils ont rapidement lancé la serviette dans son cas. Jackson Dart, je trouve ça un peu intense. Certaines des rumeurs qui disent peut-être qu'il pourrait être repêché dans le top 10. Moi, je le vois pas, ça. Surtout dans le système dans lequel il a joué à l'Université du Mississippi. Ça demandait pas à faire énormément de lectures. En fait, les lectures étaient définies pour lui. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Combien de carrières seront repêchées lors de la première ronde? Vous savez, des rumeurs là, que ça pourrait aller jusqu'à 3. Il y a même des gens qui disent jusqu'à 4. Ça, j'ai beaucoup de misère à croire à ça. C'est juste de voir réellement 3 carrières repêchées, d'en trouver 3 là, qui méritent d'être repêchées en première ronde. Même Jackson Dart, personnellement, je trouve que c'est tiré par les cheveux, mais 4, ça, je suis incapable de voir ça, mais comme je le disais, le repêchage est toujours très imprévisible. Tous les Steelers ont une sélection en première ronde, puis ils n'ont pas de sélection de deuxième ronde. Leur prochain choix est au Hmm. 83e rang. Donc, si on veut, le dénouement Aaron Rodgers n'est pas ce que l'on souhaitait à Pittsburgh, ben, on a quand même juste Mason Rudolph et Skylar Thompson en ce moment comme carrière arrière les Steelers pour la prochaine Hmm. saison. Il va falloir vraiment faire quelque chose. Je vais parler maintenant, parlant de carrière arrière.
On va parler du carrière de l'Université du Colorado qui ne sera pas présent au repêchage, Shedeur Sanders, lui qui va tenir un entraînement privé avec les Giants jeudi. Ouais, j'ai été surpris de voir ça parce que c'est tard, là. On parle d'un entraînement privé une semaine avant le repêchage, là. Ça, c'est vraiment tard. Donc, clairement, les Giants doivent avoir un intérêt pour Shedeur Sanders ou tout simplement, il y a des choses qu'ils veulent voir afin de compléter leur évaluation. Une troisième hypothèse là-dedans, est-ce que c'est le propriétaire des Giants, c'est M. Mara, qui, lui, a utilisé son droit de veto, puis il dit non, non, il faut qu'on repêche un quart arrière. Et puis, là, c'est la raison pour laquelle on va épier un peu plus Shedeur Sanders. Donc, il y a beaucoup de questions parce que lors des dernières semaines, je ne sais pas là, pour toi, mais moi, j'avais vu aucune rumeur vraiment qui envoyait Sanders avec les Giants de New York. Tu sais, on en avait discuté d'une possibilité parce que les Giants ont besoin Mhm. d'un jeune quart arrière. Mais plus souvent qu'autrement, on voyait le nom d'Abdul Carter être associé avec les Giants de New York ou d'autres joueurs. Mais là, le fait qu'une semaine, jour pour jour avant le repêchage, on va donc tenir un entraînement privé avec Shedeur Sanders. Les Giants, clairement, pour moi, ça veut dire qu'ils ont un intérêt pour Sanders. Ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux de montrer Ouais, ça, aux c'est autres l'horreur. équipes Ça, c'est le quatrième scénario, c'est vrai. montrer aux autres équipes qu'on tient peut-être à Shedeur Sanders pour les forcer à transiger, pour pouvoir Mhm. avoir des choix en retour. Ça peut être ça aussi parce que personnellement, depuis la signature de Russell Wilson et de Jameis Winston avec Tommy DeVito, personnellement, moi, je pensais qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit que c'était une année de transition, qu'on va essayer de boucher, de repêcher à d'autres positions pour boucher d'autres trous. Puis par la suite, repêcher notre carrière du côté des Giants peut-être l'année prochaine. Je sais pas. Je sais pas. Moi aussi, je voyais pas dans ma boule de cristal Shedeur Sanders aux Giants, mais force est de constater qu'il y a un intérêt du côté de l'équipe new-yorkaise. Le début Ben, de c'est points tellement, receveur de. avant d'enchaîner, Oui, vas-y. Marc-André, c'est tellement une situation particulière du côté des Giants. Tu sais, on sait que tout le monde est sur un siège éjectable. Autant le DG Joe Shane que l'entraîneur-chef Brian Daboll. Puis là, de repêcher un jeune Carl, tu sais, pour une équipe qui se doit de gagner immédiatement à la fin que ces gars-là sauvent leur emploi, il me semble que ça fonctionnerait pas. Mais une chose est certaine, il y a des équipes là, qui se doivent de connaître un bon repêchage, là, tout simplement parce que sinon, il va y avoir un changement de garde à la fin de la saison régulière. Et parmi ces équipes-là, bien sûr, il y a les Giants pour les raisons que je viens de mentionner. Mais tu sais, les Colts d'Indianapolis, eux autres aussi, là, ils doivent avoir un Mhm. bon repêchage puis une bonne saison. Sinon, Chris Ballard, ça fait combien de chances qu'on lui donne? Les Dolphins de Miami, j'ai aucune idée là, de qu'est-ce qu'ils font, eux, durant la saison morte. On va en parler un On peu va en plus tard des reparler. Dolphins. Ouais, puis là, il y a les Saints de la Nouvelle-Orléans. Tu sais, Mickey Loomis, DG, ça fait je sais pas combien d'années, ça fait plus de 20 ans, je crois qu'il est en poste. Cette équipe-là, elle s'en va où? Donc pour moi, ça, ces quatre équipes-là se doivent de connaître un bon repêchage. Mais on va voir si elles sont en mesure de le faire. On va faire un lien avec ça, avec ce que tu viens de dire. Parlons des Saints immédiatement. Le corps des Saints, Derek Carr, plutôt d'une blessure à une épaule, ça c'est inquiétant et qui pourrait lui faire rater la totalité de la saison 2025. Et par la bande, est-ce que ça ouvre la porte aux Saints pour peut-être repêcher Shedeur Sanders au 9e rang? C'est dans les discussions. En tout cas, ça alimente les rumeurs, du moins. Oui, absolument. Ça arrive de nulle part, hein. Ça, c'est sorti la semaine Mm. dernière, vers la fin de la semaine. Soudainement, une grave blessure à une épaule pour Derek Carr. Oui, ça ouvre la porte. En neuvième position, hein, les Saints ont le neuvième choix de la première ronde. Ils ont besoin criant à la position de carrière, même avec Derek Carr dans la formation, parce que Derek Carr, euh, écoute, là, ça fait longtemps qu'il est dans la NFL, on le voit, il Dis-le est qu'il est pas bon. limité. Ouais, ben ça, c'est pas une carrière de compte. Ben, je veux pas dire qu'il est mauvais, il y en a des pires, là. Tu pourrais te retrouver dans une situation pire, là, à la position de carrière qu'avec Derek Carr. Mais ce Spencer carrière qui nous Rattler, laisse mettons. ouais, c'est ça, ouais, Spencer Rattler, tu sais, c'est ça. Mais là, constamment, lui, il nous laisse sur notre appétit, OK? Alors, ouais, ça ouvre la porte. Est-ce que Shedeur Sanders est dans la mire des Saints de la Nouvelle-Orléans avec cette blessure à Derek Carr? Ça va être à surveiller lors du repêchage, tu sais. Puis est-ce que là, il va y avoir des équipes qui vont se dire, qui sont peut-être intéressées à Shedeur, qui se disent, ah, OK, peut-être qu'on pourrait le repêcher en 14e, 15e position, là, ou plus tard, lors de la première ronde. Là, est-ce qu'elles vont tenter de compléter une transaction pour devancer les Saints, qui maintenant ont vraiment un besoin criant? Alors ça, c'est quelque chose à observer dans les jours à venir et lors du repêchage. La dernière fois que les Saints ont repêché un quart en première ronde, c'était Arch Manning dans les années Ouais, 70. 1971. Exact, exact. On n'a pas repêché de carrière en première ronde depuis. Et moi, je pense que les étoiles s'alignent pour que les Saints
repêchent leur corps arrière en première ronde tôt en 2026, mais ça, c'est moi qui pense ça. Ça serait un beau scénario de film. Ouais, mais hey, cette cycle-là, c'est fou pareil, là. Tu sais, Ouais, depuis Archie Manning, on n'a pas repêché un quart en première ronde. Ses fils, Peyton et Eli, ont eu le temps d'avoir leur carrière dans la NFL. Non seulement ça, t'as son petit-fils, Arch Manning, qui est à l'université de Texas, qui s'approche de la NFL. Fait que là, est-ce que les Saints, peut-être qu'ils attendent que Arch Manning soit disponible au exact, repêchage, soit c'est admissible pour le ça, c'est ça que repêcher. j'essaie de Peut-être c'est ça dire. la stratégie. Ah, ok, ok, c'est ça que tu parles de 2026? Ouais, ouais, c'est ça que j'essayais de dire, mais c'est aussi le fait que, tu sais, on a eu Drew Brees, tellement longtemps, c'est un peu une stats, galvaudée dans le sens que, tu sais, entre 2004 et quoi, 2020, on n'a pas eu besoin de repêcher de carrière parce qu'on avait Drew Brees. Mais bon, si on veut extrapoler, c'est un peu ça le problème. On n'a jamais préparé la succession de Drew Brees. C'est comme ça aussi avec les Steelers. On se retrouve dans le même genre de situation. On n'a jamais vraiment, préparé la succession de Ben Roethlisberger. On a essayé avec Kenny Pickett, puis ça a été un coup d'épée dans l'eau. Mais oui, tout ça pour dire que, tu sais, quand tu as un quart de concession générationnelle pendant 15 ans, c'est sûr qu'une statistique comme celle-là, tu as pas besoin de quart arrière en première ronde, là. Ouais, mais tout de même, tu sais, ça veut dire de 1971 à 2004, 2005, c'est 2004 que Drew Brees s'est joint au sein, 2004-2005 Je environ. pense. Ouais, bon, en tout Ouais. cas, ça pour dire, quand même, on a passé tout ce temps-là sans repêcher de carrière en première ronde. Bref, en tout cas, c'est l'équipe qui a la plus longue disette de ce genre-là. Il y a une autre équipe, Le les limite. Cowboys de Dallas aussi. Ouais. J'ai inscrit ça en quelque part là, pour la soirée du repêchage. Eux aussi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas repêché un carrière en première ronde, là. Également, ça fait très longtemps, là. J'oublie, ça remonte à quand, mais ça fait très longtemps, en tout cas. Le demi de coin et receveur de passe de l'Université du Colorado, Travis Hunter, dit qu'il ne voudra pas porter l'uniforme d'une équipe qui ne le laissera pas jouer en attaque et en défense. Et on sait qu'Andrew Berry, le Mhm. DG des Browns de Cleveland, a mentionné qu'il voit Travis Hunter comme un receveur de passe. Donc, est-ce que les étoiles s'alignent encore là, Didier, pour que Travis Hunter soit un Brown la semaine prochaine? Ouais, ben ça, ben oui, il a dit principalement, lui, il voyait, c'est ça. Sanders est un receveur de passe d'abord et avant tout, mais je crois pas qu'il avait complètement fermé la porte à ce que Hunter soit utilisé également en défense, là, si jamais on le repêche, on fait de lui principalement un receveur de passe, parce qu'il est tellement talentueux, tu sais, ça ferait pas de sens de le limiter à une position. Je suis d'accord avec lui, là, de vouloir essayer de jouer aux deux positions. Comme je le disais la semaine dernière, c'est du jamais vu, là, de voir un joueur qui jouait réellement en attaque et en défense à tous les jeux. Il faut remonter pratiquement à l'époque des casses de cuir, là, lorsque les joueurs Mhm. jouaient en attaque et en défense pour voir ça. Parce que, fait que moi, je suis vraiment intrigué. J'espère que l'équipe qui va le repêcher, justement, va lui permettre de jouer aux deux positions pour voir ce dont il est capable. Imagine-toi, là, de voir ça à ce niveau-là, ça serait vraiment incroyable. On peut pas le blâmer de vouloir devenir un receveur de passe aussi dans la NFL, hein. Les receveurs de passe font beaucoup plus d'argent que les demi de coin. Oui, ouais, c'est vrai, ça, c'est très vrai. Juste pour raison financière. Peut-être que Ouais. si j'étais lui, Ouais. j'irais jouer à la position de receveur. Mais moi, personnellement, je continue de croire que sa meilleure position, c'est celle de demi-coin. Parlant des Browns, Joe Flacco est de retour à Cleveland. Il a signé un contrat d'un an avec l'équipe. Est-ce qu'encore là, on est en train de se griller de carrière pour peut-être repêcher notre carrière, potentiellement pas en première ronde, mais plus tard dans le repêchage du côté des Browns? Oui, c'est possible, c'est possible. Mais également, du côté des Browns, est-ce qu'on n'essaie pas de réparer une erreur? Parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas ramené Flacco l'année dernière. Tu sais, après la belle saison 2023 qu'il avait Ouais. connue. Et une des raisons, j'avais entendu dire, c'est qu'on voulait pas froisser l'orgueil de Sean Watson. Et on voulait pas avoir Watson dans la même pièce que Joe Flacco. On se dit, ah, ça ferait pas l'affaire de Watson. Puis là, bon, Watson s'est blessé, puis je pense qu'on va plus jamais le revoir dans l'uniforme des Browns. Peut-être que c'est ça. Écoute, il a connu du succès hein, dans ce système-là il y a 2 ans, mais encore une fois, là, il est âgé de 40 ans. Là, il est 2 ans plus vieux. On l'a vu l'année passée avec Indianapolis, ça, c'était un peu plus difficile pour Joe Flacco. Mais non, comme tu dis, peut-être qu'on se dit, regarde, on va amener le plus de carrières vétérans au cas où si on n'en repêche pas un lors du repêchage, au moins on va avoir des joueurs qui ont déjà eu des départs dans la NFL, qui ont déjà connu un certain succès. Encore une fois, c'est les Browns, hein. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mhm. Donc, si on fait un petit résumé, les Browns, ils ont présentement Joe Flacco, ils ont également Kenny Pickett et Deshaun Watson. Je pense qu'il y a de la place pour un corps arrière
au repêchage. Peut-être qu'on va attendre lors de la deuxième ou la troisième journée pour repêcher notre carrière. Peut-être pas Ouais. sauter justement sur Shedeur Sanders au deuxième rang. Mais c'est un peu comme les Giants. Tu sais, ouais, on a des vétérans en Ouais, carrière, mais il n'y en a aucun qui est réellement un carrière numéro un. Tu sais, un de ces joueurs-là va être le partant par défaut, mais est-ce que tu veux bien dormir le soir en disant, bon, ça va être soit Russell Wilson ou Jameis Winston, mon carrière partant à New York? Je ne veux pas te parler de DeVito. Puis c'est un peu la même chose à Cleveland, OK? Bon, Joe Flacco, Kenny Pickett, tu sais, c'est ça, là. Donc, réellement, ces équipes-là, oui, ils ont des joueurs sous contrat à la position carrière, mais est-ce qu'on a réellement en carrière partant? Ça, c'est autre chose. les éternels optimistes diraient, Didier, que les Browns ont présentement 2 carrières qui ont gagné un trophée Vince Lombardi au sein de leur formation. C'est un fait, c'est un fait. Même tu as un ancien joueur par excellence du Super Bowl maintenant, en Ouais, Joe Flacco, joueur par ouais, excellence du Super Bowl 48, rien de moins. Donc, pas ouais, besoin de ouais. repêcher Shedeur à Cleveland, Non. finalement. C'est ça que tu dis. Marc-André Chaloux dit que les Browns n'ont pas besoin de carrière. Le demi de coin étoile des Dolphins, Jalen Ramsey, a demandé à être échangé. Il semble que les Dolphins vont explorer également une transaction. Je voyais des rumeurs peut-être d'une réunion avec les Rams également, peut-être même avec Raheem Morris à Atlanta. Jalen Hmm. Ramsey, crois-tu qu'il va être échangé? Et si oui, où pourrait être une destination potentielle pour le vétéran qui est quand même, qui excelle encore quand même. C'est plus le joueur, disons, étoile, mais c'est quand même un Mhm. bon demi de coin dans la NFL. Hey, le temps passe vite, hein. Tu sais, je regardais ça lorsque cette nouvelle-là est sortie. Ramsey a 30 ans, là. Tu sais, il est déjà dans la trentaine. La position de Mhm. demi-coin, généralement, ben c'est ça, là, il y a une chute, là, une fois qu'on arrive à la trentaine. C'est aussi une position où rapidité et agilité sont importantes. C'est bel et bien la position de demi-coin, là, en termes là, des atouts physiques. Il y a le DG des Dolphins, Chris Greer. Je sais pas si tu as vu ça. Lui, il a dit qu'ils allaient accommoder, finalement, Jalen Mhm. Ramsey. Il a dit, bon, on en est venu à un commun accord, on croit que ça serait la meilleure des choses si on l'échangeait. Alors, c'est même pas une question de si, là, ce qui va être échangé, c'est juste afin de savoir quand est-ce qu'il va être échangé. La seule chose, je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, le timing de Jalen Ramsey pour demander à être échangé, fais ça plus Mhm. tôt. Tu sais, fais ça plus tôt durant la Ouais. saison morte. Parce que là, les équipes ont moins de place sous le plafond salarial. Tu sais, ça aurait fait plus de sens de faire ça plus tôt, mais clairement, il ne sera pas de retour à Miami. Puis je parlais des Dolphins. Tu sais, pour moi, ça, c'est une équipe qui se doit connaître un bon repêchage parce qu'on a perdu des joueurs, puis on les a pas remplacés. On n'a pas été très actifs via le marché des joueurs autonomes. Tyreek Hill, une semaine, on entend qu'il veut être échangé. La semaine d'après, il va d'un tweet en disant non, non, je veux rester à Miami. Il se passe quoi avec ça? Moi, je pense que ce noyau de joueurs-là, on est allé le plus loin où on pouvait aller du côté des Dolphins. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Là, on va échanger Jalen Ramsey. On dirait qu'il faudrait pratiquement repartir à neuf ou à peu près du côté de Miami. Moi, je pense qu'on essaie de je pense qu'on est en reconstruction du côté des Dolphins, mais personne n'est comme sûr de ça. Comme un genre de Ouais, on reset à fait la Marc quoi? Bergevin, là. Ah, alors, fait que tu mentionnes le hockey. Fait que tu Ouais. mentionnes le hockey. Non, mais personne n'est sûr que c'est une reconstruction, mais alors si on décide d'échanger Jalen Ramsey, pourquoi qu'on n'échange pas Tyreek Hill aussi? Tu sais, tant Oui. qu'à ça, tant qu'à recommencer, on garde Tyreek Hill. Chris Greer a dit qu'il n'était pas échangé, mais on échange Jalen Mhm. Ramsey. On a des besoins criants, partout, notamment la position de demi-coin en défense, les 2 lignes, la ligne, défensive, la ligne offensive. On gagnera potentiellement pas le Super Bowl, prochainement du côté des Dolphins. On fera probablement même pas les éliminatoires, selon moi, la saison prochaine. Aussi bien de recommencer, de démolir la maison puis de rebâtir sur de nouvelles fondations, mais on semble quand même hésitant à faire ça. C'est un peu, spécial ce qui se passe aux Dolphins. Je comprends à Miami, je comprends pas trop ce qui se passe, en fait. Une reconstruction, mais moyenne. On fait juste Ah, pas changer vraiment, ouais. quelques pièces de la maison. Je sais pas trop ce qu'on essaie de faire, en fait, là. C'est vraiment nébuleux comme situation. Non, moi aussi, je suis comme toi, là. Je suis vraiment perdu quand j'essaie de comprendre, tu sais, qu'est-ce qu'on fait du côté des Dolphins et de Miami. Tu sais, on n'a pas participé aux éliminatoires l'année dernière, hein. Là, c'est pas parti pour. Cette équipe-là n'est pas améliorée. OK? Elle n'a pas participé aux éliminatoires l'année dernière. Je crois pas qu'elle est améliorée présentement. Puis je sais pas si c'est leur repêchage qui va nécessairement leur permettre ben, de serrer puis d'anticiper de participer aux éliminatoires. Mais non, mais c'est comme tu le dis, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on fait là? On est en reconstruction, on essaie de gagner un championnat. C'est quoi qu'on fait? C'est vraiment bizarre, mais non, moi, j'anticipe pas une bonne saison à Miami, puis il pourrait avoir un ménage si on participe pas aux éliminatoires. Tu sais, déjà, Chris Greer, le DG,
est un peu sur un siège éjectable. Et puis, Mike McDaniel, tu sais, oui, il avait connu de succès au départ à Miami, mais depuis, tu sais, ça laisse sur notre appétit. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver du côté des Dolphins. Et pour conclure sur Jalen Ramsey, je pense pas que, tu sais, les gens vont dire: «Ouais, il commence peut-être à ralentir Jalen Ramsey», mais ça demeure quand même un bon demi de coin. Puis je pense qu'il y a des équipes qui ont des, tu sais, en préparation pour notre fameux mock draft là, qu'on fait notre draft, notre repêchage Mhm. simulé qu'on va faire la semaine prochaine. Je regardais un peu ça, puis il y a des équipes vraiment qui ont des besoins criants à cette position-là. Je pense aux Bills notamment, je pense aux Falcons, je pense même aux Panthers là. Les Panthers, tout ce qui est joueur de défense, on Ouais. devrait appeler les Rams, comme je disais, les Commanders, ça peut être des équipes qui pourraient être intéressées à un joueur comme Jalen Ramsey. Là. Il va trouver preneur, Jalen Ramsey, même si tu t'as dit tantôt que tu trouvais que c'était tard là, dans la demande, mais je pense qu'il va y avoir quelques appels, c'est sûr, pour Jalen Ramsey, le DG des Dolphins. Ouais, ben, du côté de Ramsey, c'est sûr, lui va vouloir se joindre à une équipe qui aspire au Super Bowl. Donc, je pense qu'on peut y aller de cette façon-là avec le bon vieux processus d'élimination. Donc, c'est-à-dire les Panthers à Caroline. Je pense pas que lui, il accepterait de se joindre aux Panthers. J'avais entendu, on parlait des Ravens de Baltimore, en plus des autres formations que tu viens de mentionner, peut-être, Mhm. qui seraient intéressés à ses services. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Peut-être que la transaction va être complétée après le repêchage ou, tu sais, pendant le repêchage, si une équipe est cible un demi de coin puis elle n'est pas en mesure de le repêcher, donc peut-être à ce moment-là, le plan B, ce sera d'amener le vétéran Mhm. Jalen Ramsey. Effectivement. Puis, si on veut ajouter aux rumeurs, il avait commenté lorsqu'il s'est joint, lorsque Devante Adams s'est joint aux Rams, il avait dit que l'organisation était A1, était Ah ouais. une organisation de classe, qu'il y avait juste des bons mots à dire. Bref, ça alimente les rumeurs qu'il pourrait vraiment peut-être retourner avec les Rams. Et finalement, Didier, la NFL a généré des revenus de 23 milliards de dollars lors de la dernière Hmm. année fiscale. Ça, pour une petite note, le fun, c'est plus que le PIB de 60 pays dans le monde. 23 milliards. Imagine-toi, tu sais, je dis tout le temps la blague, la NFL pourrait imprimer son argent, sa propre argent, ben voilà. C'est ça, là, tu parles que c'est plus que le PIB de certains pays. C'est vraiment fou, hein, 60, 23 pas milliards. 2, là. 60, ouais, non, c'est ça, 60, ouais, non, ça a aucun bon sens. Mais encore une fois, c'est pour ça que le plafond salarial a augmenté de 30 millions de dollars avant la période des joueurs autonomes. Écoute, Marc-André, chaque équipe va recevoir un chèque de plus de 430 millions de dollars. Imagine-toi, t'as pas vendu un billet, t'as pas vendu un hot dog, t'as pas vendu un produit dérivé. Là, tu fais déjà plus de 400 millions, plus de 430 millions de dollars. Imagine-toi, là, tu sais. Fait que c'est ça, qu'on dit que la NFL est dans une ligue à part, ben voilà. Et ça le prouve. 23 milliards de dollars en revenus lors de la dernière année fiscale. Et on vise 25 millions pour 2027, puis ça va continuer avec les matchs Milliards! internationaux, avec Milliards! milliards, j'ai dit millions, oui, oui, milliards. Ouais, c'est ça, 27 milliards! milliards de revenus. Ça va continuer avec les matchs internationaux. Ça va continuer également si on a un calendrier de 18 matchs aussi, ça va Ouais. générer encore plus de revenus. Bref, la NFL, imprimer son argent, c'est une machine à faire de l'argent, la NFL. Ouais, non, ils vont atteindre leur objectif de 27 milliards, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, Didier, ça complète le tour des actualités pour cette semaine. Oui, excellent, Marc-André. Alors, au cours des derniers jours, ben, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Gilles Lézy. Gilles Lézy, fondateur attaque à l'école d'Albio, mais il est également un ancien porteur de ballon à l'Université Northwestern dans le Big Ten. Il a également joué dans la Ligue canadienne, puis c'est un de mes anciens coéquipiers à l'époque avec les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Et donc, en compagnie de Gilles, ben, on a parlé de la position de demi à l'attaque en vue du repêchage. On a discuté des meilleurs espoirs à la position. Il y en a de très bons. Il devrait avoir possiblement deux porteurs de ballon repêchés en première ronde. Ashton Genty de l'Université Boise State et Omarion Hampton de l'Université de North Carolina sont les deux meilleurs espoirs à la position. Mais il y a énormément de profondeur à cette position cette année. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas amener un expert de la position de porteur de ballon au podcast. Alors, voici mon entretien avec Gilles Lézy concernant les meilleurs espoirs à la position de demi à l'attaque en vue du repêchage. Gilles est un ancien porteur de ballon toi-même. La dernière saison de la NFL, c'est comme ça qu'on assistait une renaissance de la position de demi à l'attaque. On sait à quel point le jeu du côté de la NFL depuis des années est axé sur la passe. Mais là, bon, tout d'abord, c'est Quan Barkley qui a connu une saison historique, plus de 2000 verges au sol.
Mais Derrick Henry aussi a vraiment excellé. Ça a été la même chose avec Brandon Jacobs des Packers de Green Bay. En fait, je regardais ça la saison dernière, c'est durant la saison 2024, il y a 6 demi à l'attaque qui ont couru plus de 300 fois avec le ballon. Ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps du côté de la NFL. T'attribues à quoi, là, justement, là, ce genre de renaissance à la position de porteur de ballon? Mais je pense un petit peu, si tu regardes Derrick Henry et Saquon Barkley, c'est des deux running backs qui sont extraordinaires, mais qui ont déjà eu dans le passé des problèmes avec des blessures. Je pense que cette année, ils sont restés en santé. Donc, ça a permis aux équipes vraiment tu sais, de vouloir courir la balle. On voit avec les résultats qu'ils ont eus, les statistiques qu'ils ont eues. Je pense que ça a fait un petit peu. Tu sais, les autres équipes ont vu, dans le fond, que avec un bon running back de qualité, tu es capable de vraiment d'aller gagner des matchs. Puis, comme je te dis, on avait avec Barkley, Jacobs et avec Henry. Oui, puis bon, Saquon Barkley, lui qui a été récompensé, on lui a donné une prolongation de contrat du côté des Eagles de Philadelphie. Ça, moi, c'est quelque chose que je comprends jamais du côté de la NFL. Quand on regarde les salaires à la position de porteur de ballon, comparativement à d'autres positions, en particulier celle de receveur, où si ton receveur de passe touche au ballon 10 fois, c'est vraiment une grosse journée de travail. Alors que tu as ton demi à l'attaque qui, lui, va toucher au ballon au moins une vingtaine de fois, que ce soit en courant avec le ballon, en recevant des passes. Il me semble que c'est une position plus importante, du moins. Les porteurs de ballon devraient être mieux rémunérés, il me semble. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est sûr que si tu me demandes à moi, c'est sûr que je veux dire, pour moi, un running back, c'est un des joueurs les plus importants sur le terrain. C'est aussi une question de tendance, des fois. Si tu regardes dans la NCAA, tu regardes dans les niveaux plus jeunes, il y a beaucoup d'accès sur la passe, tu sais, et moins sur les running backs. Ce qui fait que, tu sais, les corps de running back qui rentrent dans la NFL, c'est des joueurs qui n'ont pas nécessairement le quotient intellectuel des, des running backs d'avant ou bien les connaissances de foot que les running backs d'avant, ce qui fait que la tendance c'est maintenu dans la NFL. Puis pendant des années, on faisait juste, dans le fond, se concentrer sur la passe. Maintenant, je regarde, il y a comme un petit peu une renaissance du jeu de course. Dans la NCAA, tu regardes, bon, Ashton Genty qui a eu 300, quasiment 400 portées l'année passée. Donc, tu vois vraiment qu'il y a comme un 300, un 180 dans le fond. Il retourne vraiment vers les jeux de course dans les niveaux plus jeunes. Ouais, tu as mentionné le nom de Genty, Ashton Genty. On va commencer à regarder, là, à discuter des meilleurs porteurs de ballon qui vont être disponibles lors du repêchage. Genty est considéré par plusieurs comme étant le meilleur demi à l'attaque disponible pour le repêchage. 5 pieds, 8 pouces et demi. Il a connu une saison historique, la Boise State, l'année dernière. Écoute, il a passé à 28 verges, d'égaler le record de Barry Sanders pour le plus grand nombre de verges au sol. L'année dernière, 2691 verges au sol. On dirait que c'est une erreur juste de dire 2691 verges au sol. Tu as parlé d'à quel point il a été utilisé. Je vais te donner carte blanche. Dis-nous, là, qu'est-ce que tu penses, toi, d'Ashton Genty, toi-même qui est un ancien porteur de ballon? Ben, la première chose que je peux penser, dont je peux penser quand on parle de Ashton Genty, c'est vraiment un workhorse, donc un running back qui est habitué de recevoir la balle. Donc, comme j'ai dit l'année passée, 374 portées. Dans les 2 dernières années, je pense à peu près 574 portées. Donc, il a beaucoup été utilisé. Et si on sait, on a vu les équipes qui ont joué contre Boise State, c'est des équipes qui essaient d'arrêter Ashton Genty. Mais il a quand même été capable d'avoir 7 verges par portée, ce qui est absolument incroyable à 374 portées. C'est un running back en termes de corpulence. On parlait tantôt il a failli battre Barry Sanders, qui est en termes de corpulence très similaire à Barry Sanders, mais c'est vraiment le workhorse du draft. La seule inquiétude que moi j'ai, c'est le fait qu'il ait quand même eu, comme j'ai dit, 500 portées, 600 portées à peu près dans les 2 dernières années. C'est beaucoup de travail et on sait que le foot, c'est un sport qui est quand même assez physique. Donc, j'espère que ça ne va pas l'affecter, mais je ne pense pas que ça devrait l'affecter. J'espère il va aller dans un système d'enfants où ils vont avoir la volonté de courir la balle. Ils ne vont pas penser que juste le fait de l'ajouter à l'alignement, ça va améliorer leur jeu de Mhm. course. C'est vraiment une question de volonté de courir la balle. Et j'espère qu'il va avoir la chance d'aller dans un club qui va pouvoir justement mettre ces choses-là en évidence. Ouais, Genty, pendant qu'on voit là, ses faits saillants à l'écran, puis encore une fois, on vient de le voir se débarrasser de quelques plaqués sur un jeu. Pour moi, c'est sa force numéro un, ça. À quel point il est difficile à rabattre au sol, à quel point il est robuste. On le voit constamment briser des plaqués. Et pour les gens qui disent, bon, il jouait dans une conférence qui est faible,
lorsque Boise State, la saison dernière, a affronté Oregon. Au début de la saison, il a connu un fort match, plus de 100 verges au sol. Puis, c'était la même chose contre Penn State. Je sais, ça lui a pris une trentaine de courses lors des éliminatoires contre Penn State afin d'atteindre la marque des 1000 verges. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Penn State avait un des meilleurs fronts de tout le football universitaire américain. Et quand même, on l'a vu se débarrasser de plaqués continuellement au cours de la rencontre. Est-ce que tu dirais justement de cette qualité qu'il a justement, à quel point il est difficile à attaquer? Est-ce que c'est son attribut numéro un selon toi? Ben, ouais, c'est dans le fond, comme je dis, c'est quelqu'un qui est quand même pas très grand, donc son centre de gravité est très bas, 215 livres. Sa balance quand il se fait frapper, donc sa balance au contact est extraordinaire. Et comme j'ai dit plus tôt, quand tu portes la balle 374 fois dans une saison et que les défensives essaient de t'arrêter et que tu as 7 verges par portée, c'est absolument Mm. incroyable. Et 29 touchdowns. Tu sais, normalement, un running back qui va faire 300 portées et plus va avoir une moyenne de 5 verges par portée. 7 verges par portée, c'est absolument incroyable quand, dans le fond, la seule chose qu'il essaie de faire, c'est de l'arrêter à chaque fois qu'il joue contre eux. Ouais, où est-ce que tu dirais qu'il se classe dans les porteurs de ballon qu'on a vus lors des dernières années, en particulier comparativement à B. John Robinson qui a été repêché il y a 2 ans, parce qu'il a été tellement productif, Genty. Écoute, il y a des gens qui le comparent à Emmitt Smith. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop là, de comparer à Emmitt Smith. Je le verrais un peu plus comme un Josh Jacobs en termes de style de jeu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais si tu le Ouais. compares à B. John Robinson, puis ta comparaison, à quel joueur que tu le compares qui joue dans la NFL présentement? Et puis, si tu le compares à B. John Robinson, je parle quand B. John venait de terminer sa carrière à Texas, là, lorsqu'il y a 2 ans, Ouais. pareille date. Qui, selon toi, a l'avantage entre B. John et Genty? Ben, ça, c'est plus une question tu sais, dans le fond, de préférence personnelle. C'est sûr que Mm. moi, en tant que running back, un running back comme Bijan Robinson, c'est un running back qui est capable de t'aider au niveau de la passe, au niveau de la course. C'est un running back qui est extrêmement dynamique. Bon, c'est sûr, moi, je préfère probablement un joueur comme Bijan Robinson. Un joueur comme Ashton Genty me fait penser un peu, en termes de production, à Melvin Gordon il y a une couple d'années, qui avait à peu près les mêmes types de statistiques, mais qu'on sait que dans la NFL, ça n'a pas vraiment bien été pour Melvin Gordon. Il faut toujours faire attention bon, quand un running back sort de l'université pour aller à la NFL, euh, ça dépend de la situation, ça dépend de plusieurs facteurs. Mm. Moi, justement, quand tu t'as nommé Emmitt Smith, moi, je pensais un peu à Emmitt Smith. Ah ouais? Euh, je pensais un peu, oui, tu sais, quand on parle de comparaison, ça ne veut pas dire que c'est Emmitt Smith, Mhm. je compare à Emmitt Smith. Pour moi, c'était ça la comparaison. S'il peut avoir une carrière comme Emmitt Smith, c'est sûr que ça va être un succès. Mais pour moi, la comparaison, c'est Emmitt Smith ou bien Jacobs aussi, c'est un joueur qui est à peu près de la même grandeur, même corpulence. Ça serait une bonne comparaison aussi. Ouais, écoute, tu as parlé de son nombre de courses à Genty l'année dernière. En fait, si on remonte à ces 3 dernières saisons, la Boise State l'a touché au ballon, Gilles, 831 fois. 831 fois. C'est tout à fait ridicule. L'année dernière, on lui a pas passé beaucoup de ballons, mais en 2023, il avait été le meneur au football universitaire américain pour les verges par réception chez les porteurs de ballon. Donc, comme quoi, tu sais, il a quand même de bonnes mains, ce qui est quelque chose d'important dans la NFL d'aujourd'hui. Mais le fait qu'il a touché au ballon autant de fois durant sa carrière universitaire, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait peur? Parce que, tu sais, on le voit des fois, tu sais, il y a des joueurs, ils arrivent dans la NFL, ils ont déjà beaucoup de kilométrage dans le corps, puis là, ils commencent à se blesser quand ils arrivent dans la NFL où les joueurs sont plus grands, plus gros, plus forts physiquement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'inquiète dans son cas? Ben, c'est sûr, c'est quelque chose qui devrait, pas nécessairement inquiéter, mais quelque chose dont devrait être au courant. Tu sais, je pense un petit peu, mettons, à Zeke Elliott. Zeke Elliott, qui était un running back qui était beaucoup utilisé à l'université. C'est un running back qui a beaucoup été utilisé avec les Cowboys de Dallas dans les premières années et qui est rendu à 26 ans, 27 ans, dans le fond, tu sais, était méconnaissable en tant que running back. C'est pour ça un petit peu pourquoi Derrick Henry, bon, j'hésitais toujours à la classer dans le top des running backs parce que c'est un running back qui porte beaucoup la balle. Donc Derrick Henry, c'est plus une exception, c'est un joueur qui porte Ouais. beaucoup la balle, mais en moyenne, tu sais, si on remonte jusqu'à Larry Johnson, qui une année avait, je pense, porté la balle à peu près 350 fois, puis que l'année d'après, Avec les Chiefs, ouais. une fois était devenu méconnaissable. Fait que c'est très, très, tu sais, la position de running back, tu frappais littéralement à chaque jeu. Donc, oui,
ton utilisation à l'université, combien de fois tu portes la balle, c'est quelque chose qui est très important. Puis on va voir plus tard quand on va parler de Travion Henderson, c'est un joueur qui est à peu près de l'autre côté de la médaille. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup été utilisé en termes de production. C'est un joueur qui était important, mais qui a pas eu beaucoup de portée, ce qui fait que c'est un joueur qui, pour moi, est quand même quasiment aussi intéressant que Gentil parce que il n'a pas été utilisé autant que Ashton Gentil. Ouais, Derrick Henry, c'est tellement une licorne, là, c'est tellement une exception. Premièrement, il pèse 250 livres, donc on le voit, il peut absorber des coups. Il l'a fait depuis qu'il jouait à Alabama. En fait, même à l'école secondaire, on lui remettait le ballon, je pense, 40 fois par match, ou à peu près. C'est une force de la nature, ça, définitivement. On passait maintenant au porteur de ballon qui est classé numéro 2 par la majorité des gens. Il s'agit de Omar Hampton, un produit de l'Université de North Carolina. Et moi, j'ai l'impression à passer dans l'ombre durant la dernière saison en raison du brio de Genty. Mesure 6 pieds, pèse 221 livres, donc un physique différent, plus imposant que Genty. Encore une fois, je te donne carte blanche. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te vient en tête lorsque tu entends le nom de Marion Hampton? Ben, tu viens de le dire, son physique, il a comme dans le fond le physique prototype d'un running back de la NFL, 6 pieds, 220 livres. Donc, on sait, c'est capable, un gars qui est capable de porter la balle souvent. Il a porté la balle 620 fois à peu près en 3 ans à North Carolina. C'est un joueur qui est très patient, je trouve. C'est un joueur qui a une patience et qui a une bonne vision du jeu. Donc, même si c'est un joueur qui est costaud, c'est pas nécessairement un gars qui va foncer dans le temps. Il va plus regarder qu'est-ce qui se passe et ensuite, il va accélérer. Puis, il a quand même la vitesse pour ensuite aller faire les gros jeux. Je pense qu'il a fait 4-4-6 à son Pro Day. Donc, c'est Oui, une exact. question. C'est un gars qui a un bon size, bonne vision, bonne patience. Et je pense que ça va être un atout dans la NFL, peu importe dans quelle équipe il va aller. Ouais, c'est vraiment tout un ratio là, de gabarit à plus de 220 livres avec le 4-4-6 aux 40 verges. On le voit comment il est rapide, il peut distancer les demi-défensifs une fois qu'il arrive dans la tertiaire. Et c'est plus de 1600 verges au sol l'année dernière pour Hampton. Avec les Tar Heels, il a inscrit 15 touchés au sol. On parle pour parler, là. Est-ce que tu serais surpris si Hampton est repêché avant Genty? Tout le monde pense que Genty va être le demi à l'attaque numéro 1 repêché. Toi, si Hampton est repêché avant, est-ce que ça te surprendrait ou pour toi, écoute, Genty est vraiment de loin le meilleur demi à l'attaque? Je serais pas surpris, non. Hmm. C'est pas Pourquoi? toujours les running backs. Ben, c'est parce que c'est une question de qu'est-ce que les clubs recherchent. Mhm. Comme je dis, Ashton Genty, c'est un workhorse. C'est quelqu'un qui va porter la balle une trentaine de fois par match. Tandis que, bon, si c'est une équipe qui ne cherche pas nécessairement ça, qui veut peut-être un gars qui va porter la balle des 15 à 20 fois par match. Donc, ça dépend des préférences des GM. Donc, je ne serais pas nécessairement surpris. Parce que, bon, on sait que dans le draft, des fois, il y a des choses qui se passent comme ça, mais en même temps, je pense que ce sera Genty, euh, Ashton Genty, le premier repêché. Ouais, j'ai hâte de voir ça, parce que je me souviens, là, je remontais loin dans le temps, là. OK, le repêchage de 1999. Ça, c'est l'année que Ricky Williams avait été repêché Ricky par les Saints de Williams. la Nouvelle-Orléans. Ouais, tu te souviens, là, de sa dernière année à Texas, il avait gagné l'Heisman. Il avait été incroyable. Je pense à ce moment-là, il était le porteur de ballon qui avait le plus de verges au sol dans toute l'histoire de la NCAA. Parce que peut-être que je me trompe, là, ça remonte à loin, là, quand même. Mais tout le monde s'attendait à ce que Williams soit le premier demi à l'attaque repêché. Puis finalement, ça avait été Adrian James. Pour les raisons que tu viens de dire, Bill Polian, à l'époque, le DG des Colts, lui, il trouvait qu'Adrian James serait un meilleur fit au sein de l'attaque des Colts, surtout avec Peyton Manning. Il trouvait que c'était un meilleur receveur en sortant du champ arrière que Ricky Williams. Je me souviens, à l'époque, ça avait surpris bien des gens que James ait été repêché avant Ricky Williams. Finalement, ça a été la bonne décision pour les Colts. Vraiment, Ouais. c'est un fit parfait avec leur système. Puis maintenant, ben, Adrian James est même au temple de la renommée du football. Donc, en tout cas, moi, j'ai gardé ça en tête. Je ne suis pas certain que Genty va nécessairement être le premier porteur de ballon sélectionné, parce que je trouve que Hampton est vraiment bon. Puis j'aime la robustesse qu'il a, le fait qu'il pèse plus de 220 livres. Puis écoute, il a réussi quand même 67 réceptions lors des 2 dernières saisons. Donc encore une fois, il a quand même de bonnes mains en sortant du champ arrière. Ma comparaison pour lui, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas en penser, c'est un autre joueur qui porte le numéro 28. Jonathan Taylor, des Colts Ouais. d'Indianapolis. Lui aussi, un beau physique, il est rapide. Puis je trouve les deux ont le même défaut, si on peut dire, le point négatif. Puis je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses.
C'est une chose en regardant Hampton, c'est que si ses pieds arrêtent dans le champ arrière, là, c'est plus difficile pour lui. Puis c'est un peu la même chose pour Jonathan Taylor. C'est comme si ces deux-là, ils ont besoin d'avoir une certaine aire d'aller, un peu comme Derek Henry aussi. Si tu peux arrêter les pieds d'Henry dans le champ arrière, généralement, ben, ça sera pas une bonne course de sa part, là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, dans le fond, je pense que la seule personne qui était vraiment un maître, c'était Le'Veon Bell qui arrêtait ses pieds dans le backfield puis qui était capable d'être patient, même des fois, même au point où c'était frustrant de le voir à quel point il était patient, mais qui trouvait une brèche. C'est vraiment à déconseiller pour les running backs d'arrêter ses pieds dans le backfield. Mais oui, c'est ça, t'as raison. C'est vraiment d'avoir un bon élan, un bon momentum, arriver à la ligne de mêlée pour ensuite pouvoir faire sa lecture. Mais bon, je pense que il est assez athlétique et assez bon joueur pour pouvoir quand même faire des jeux même si il a une habitude de le faire. Qu'est-ce que tu penses de ma comparaison avec Jonathan Taylor des Colts? Je pense que c'est même une très bonne comparaison. Je pensais tantôt justement en comparaison. Je n'avais pas pensé à Jonathan Taylor. C'est une bonne comparaison. Ouais, à qui t'avais pensé pour Hampton comme comparaison? Sérieusement, j'ai pas pu penser à un running back pour Hampton. Ouais, pas trouvé, ouais, non. Non, non, pas vraiment, non. OK, OK, OK. Bon, on va y aller avec Jonathan Taylor, ma comparaison pour Marion Hampton. Maintenant, tout à l'heure, tu as mentionné le nom de Travion Henderson, un produit des Ouais. Buckeyes d'Ohio State, un physique différent, 5 pieds 10, 202 livres. Il y a des gens qui disent qu'il pourrait être le Jahmyr Gibbs de cette QV du repêchage à la position de porteur de ballon. Je trouve ça un peu excessif, mais il est très explosif. On le voit ici, là, aller chercher un gros morceau de terrain pour Ohio State. Quelle est ton analyse, justement, de Trayvon Anderson? Moi, personnellement, je l'aime beaucoup, mais en tout cas, je vais te laisser y aller en premier. Ben, pour moi, Travion Anderson, c'est mon préféré des 4 running backs dont on parle. Ah oui? C'est un joueur, oui, c'est mon joueur préféré. C'est un joueur qui a 590 portées en 4 ans. Donc, jamais plus que 180, je pense, dans une année. C'est un joueur qui est extrêmement productif, malgré qu'il n'a pas nécessairement eu beaucoup de portée. On sait qu'à Ohio State, puis on sait que son coéquipier Quinton Judkins lui aussi a pris plusieurs portées. Mais c'est un joueur qui est très efficace et très complet en termes de position bloc, protection de passe, Mm. en termes de attraper la passe et courir la balle. Il a une moyenne de 7 verges par portée, qui est dans le fond deuxième après Ashton Gentil. Et pour moi, c'est un running back qui n'est pas nécessairement costaud, mais je pense que c'est un running back qui va bien jouer dans un two-back system. Donc, quand tu parlais de Gibbs, Jahmyr Gibbs, c'est un running back qu'on sait qu'à Détroit qui a un autre running back, donc Montgomery. Et je pense que Travion Mhm. Anderson va être va être le Jahmyr Gibbs parce qu'il va être dans un système avec un autre running back. Mais ce n'est pas un running back qui a besoin de 30 portées. C'est un running back qui peut en avoir 12 ou 15. Il va quand même être assez productif avec ces portées-là. Ouais, écoute, Anderson a reçu un 4-4-3 aux 40 verges au combine, au corps d'évaluation de la NFL. Il a reçu un saut vertical de 38 pouces. Il est tellement explosif. Moi, je dis que c'est un frappeur de coups de circuit, puisqu'il peut aller chercher des gros morceaux de terrain facilement. C'est un bon receveur en sortant de champ arrière sur les passes pièges. S'il a de l'espace, là, c'est là, que ça devient difficile de le plaquer, parce que je trouve qu'il a vraiment des bons pieds. Ses pieds sont très rapides. Et puis comme toi, le fait qu'il n'a pas beaucoup de kilométrage parce qu'il partageait le champ arrière avec Johnkins, je trouve ça vraiment intéressant. Puis une chose qu'on dit de la part d'Anderson, à Ohio State, à quel point il était apprécié par le programme, par ses coéquipiers, parce qu'on dit de lui, c'est vraiment un joueur d'équipe. Tu sais, lorsque Judkins jouait à l'Université de Mississippi avant, lorsqu'il s'est joué aux Buckeyes, Anderson n'avait aucun problème avec ça. Lui, il était heureux d'avoir Judkins en champ arrière avec lui. Il s'est dit, regarde, on va compétitionner ensemble, ça veut juste nous rendre les deux meilleurs. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Donc, est-ce que toi, tu penses que les comparaisons avec Jahmyr Gibbs, ça a du bon sens? Est-ce que tu trouves qu'il peut amener le même genre de dimension à une équipe de la NFL? Jahmyr Gibbs, c'est un joueur qui est quand même beaucoup plus dynamique, je trouve, que Travion Anderson. Mais comme je disais plus tôt, le two-back system que Jahmyr Gibbs a à Détroit, c'est à peu près la même chose qui est arrivée, à peu près la même chose qui est arrivée à Ohio State. Donc, je pourrais voir où, oui, la comparaison avec Jahmyr Gibbs est une bonne comparaison parce que c'est un running back qui peut faire plusieurs choses et c'est un running back qui peut, comme je dis, avoir 5 portées ou 10 portées, mais quand même avoir un impact dans un match. Ouais, tu as parlé justement de ses talents
en termes de protection en tant que bloqueur. Ça, c'est quelque chose que je trouvais tellement formidable en le regardant jouer. Parce qu'il est robuste, tu sais, même s'il pèse un peu plus que 200 livres seulement, mais il y a un aspect de robustesse de la part de Trayvon Anderson. En protection de passe, mais la façon qu'il termine ses courses aussi, tu sais, il va baisser l'épaule, mais en protection de passe, tu sais, des fois, il va rencontrer les secondaires de ligne, puis écoute, il les gèle, là, OK? J'ai pas d'autre façon de le dire, mais il arrive avec robustesse, ou même quand il va donner un coup de main au bloqueur sur l'ailier défensif, tu sais, il fait pas juste, en langage de football, on dit c'est cheapé, là. Il fait pas juste donner un petit coup d'épaule. Tu vois qu'il prend plaisir là, à aller faire mal à l'ailier défensif, OK? Il vient puis il donne des gros coups d'épaule. Fait que ça, c'est une partie de son jeu qui est très importante. Puis souvent, chez les jeunes porteurs de ballon en protection, c'est toujours là la plus grande transition entre le football universitaire et la NFL. Je sais pas si tu peux expliquer à nos auditeurs et aux gens qui nous regardent pourquoi cette transition-là au niveau de la protection pour les porteurs de ballon, elle peut être aussi difficile là, des rangs universitaires au football professionnel. Ben, c'est pas, tu sais, il faut trouver, dans le fond, un bon running back, un bon joueur complet, dans le fond, est un joueur qui peut affecter le jeu ou bien qui peut aider l'équipe sans à toucher à la balle. Euh, tu sais, comme on dit dans les dernières années, il n'y avait pas nécessairement, tu sais, les équipes ne couraient pas nécessairement la balle autant qu'avant. Ça veut dire que Mhm. quand un running back est sur le terrain, et tu n'as pas la balle, qu'est-ce que tu es capable de faire de plus? Donc, la protection de passe, c'est quelque chose qui est très important parce que bon, il faut protéger le QB. Et si tu n'es pas capable de protéger le QB, moi, ce que je dis souvent moi, à mes running backs, Mhm. ben là, tu deviens, dans le fond, un third down back ou bien un first down back qui est juste capable de courir la balle ou bien qui est capable de juste sortir sur la passe. Il faut que tu sois un running back complet. Et on sait bien, si tu manques un bloc et ton QB se fait geler, il y a des grandes chances que tu Ouais. ne verras pas le terrain. Donc, c'est très important quand tu montes d'un niveau, justement, de trouver des moyens d'affecter le match ou des moyens de contribuer à l'équipe sans pouvoir courir avec la balle. Et c'est ça qui fait de toi un joueur complet. Ouais, en tout cas, ça me réconforte que toi aussi, Trayvon Anderson, son demi à l'attaque favori là, dans cette cuvée du repêchage comme moi. On dit pas que c'est lui qui mérite d'être repêché en premier, c'est pas ça qu'on dit beaucoup. Mais en termes de style, ce qu'il apporte, c'est comme tu viens de le dire, il est complet, il va amener beaucoup à l'équipe qui va le repêcher, là, vraiment. Là. Et puis, bon, on a parlé de son partenaire dans le champ arrière des Buckeyes lors de la dernière saison. C'est Quinshon Judkins, qui est plus gros, plus imposant physiquement, 6 pieds, 221 livres, a réussi un chrono de 4,48 aux 40 verges. Son diverge 1 seconde et 51 centièmes. Ça nous démontre à quel point il est explosif lorsqu'il entre dans le trou. C'est quoi ton compte-rendu de Quinshon Judkins? On ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il soit repêché en première ronde, mais je pense vraiment que l'équipe qui va mettre la main sur lui va hériter d'un bon porteur de ballon. Ben, la première chose dans le fond, qui m'a sauté à l'œil, c'est que c'est un running back qui est physique, qui est très physique. Mm. Qui n'a pas froid aux yeux et qui va vraiment, qui court vers la défensive. Donc, c'est un running back, encore une fois, comme Omarion Hampton, qui a le prototypical size, donc la grosseur qu'on espère d'un running back de la NFL, et qui est extrêmement physique. Je pense qu'il a porté la balle à peu près 200 fois l'année passée, une quinzaine de touchdowns. À Ole Miss, c'était un joueur qui était extrêmement productif. Je pense qu'il portait la balle 275 fois à peu près en moyenne par année. Donc, c'est un running back qui a beaucoup de production, beaucoup de portée, qui a fait un move, dans le fond, pour aller à Ohio State que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement compris parce qu'il y avait, comme on disait, Trayvon Anderson. Mais en même temps, c'est un move qui a beaucoup aidé l'équipe et le jeu de course parce que c'est un running back qui est très physique et on sait que dans le Big Ten, c'est des défensives qui sont physiques. Donc, ça prend des joueurs Mhm. qui sont physiques et je pense que Trayvon Anderson, Quinshon Judkins qui fit vraiment ce mode-là, dans le fond, d'un running back physique. Je vois vraiment, tu sais, il veut aller vers le contact. Mhm. Il y a quand même aussi la vitesse. Pas la vitesse comme les autres, je trouve, mais il y a quand même une bonne vitesse pour faire des gros jeux. Oui, il adore le contact. Ça, c'est clair, il adore le contact. Même des fois, tu vois, je trouve à champ ouvert, j'aimerais le voir essayer d'utiliser plus de feintes que de rechercher le contact, là, tu sais, quand il est à 1 contre 1 avec un demi-coin. Mais il y a un aspect de son jeu, puis c'est la même chose que Trayvon Anderson, puis on n'a pas parlé de ça encore. C'est de la façon dont il bloque sur des jeux au sol. OK? Lorsqu'on courait avec Will Howard, lui et Anderson, tu vois comment c'est des gars d'équipe parce qu'ils donnaient tout ce qu'ils avaient afin de bloquer pour ouvrir le chemin pour le carrière lorsqu'on sélectionnait des jeux de course avec le carrière.
Ça, je pense que c'est un aspect de jeu qui peut devenir plus important du côté de la NFL, parce que maintenant, tu as des carrières mobiles. OK? On utilise le jeu de l'option, on court avec notre carrière. Tu sais, que ce soit Lamar Jackson, Josh Allen, puis d'autres carrières qui sont pas aussi bons, mais l'élément d'être mobile, un carrière mobile est tellement important. Est-ce que tu penses que ça peut devenir quelque chose de plus recherché chez les porteurs de ballon? Tu sais, comment ils bloquent sur les jeux au sol lorsqu'on court avec notre carrière? Les Eagles, naturellement, avec Jalen Hurts, qui le font souvent aussi. Ben, c'est important parce qu'on voit, tu sais, bon, il y a de moins en moins de fullback dans la NFL. Mm. Donc, le running back, on demande souvent au running back d'être un fullback, justement, quand le carrière court avec la balle. Fait que oui, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est quelque chose qui excelle, dans quoi qu'il excelle. Donc, oui, c'est quelque chose qui est très important, surtout avec les carrières mobiles qu'on a dans la NFL. Ouais, définitivement. En tout cas, il y a beaucoup aimé du côté de Quinshon Judkins. J'ai hâte de voir quelle ronde il va être repêché. Comme je le disais, je ne crois pas qu'il va être repêché en première ronde, mais je pense en deuxième ronde. C'est ça la beauté de cette cuvée de porteurs de ballon-là, Gilles. Il y a tellement de profondeur. Tu sais, il y en a d'autres, là, on aurait pu en parler d'une dizaine là, de porteurs de ballon euh, qui pourraient être repêchés dans les trois premières rondes, qui vont avoir un impact dès l'automne prochain, dès le mois de septembre. Je sais que tu joues tout le temps au fantasy football, donc j'imagine que tu vas en avoir plusieurs dans ta main, mais ça devrait être une bonne année là, qui s'en vient pour les porteurs de ballon. Oui, et je serais pas étonné que un joueur dont on n'a pas parlé aujourd'hui soit dans le fond la coqueluche des recrues dans le fond de la cohorte de cette année. Donc, il y a des bons running backs. Il y en avait justement un, donc j'aurais aimé parler, Cam Scadabo, qui est un jeu, qui est un petit Arizona peu State. ouais, qui est un joueur qui est très, très, très confiant de lui-même. Je pense même un petit peu à la pause du Heisman qu'il a faite l'année passée, je pense, je me rappelle plus quel match, tandis qu'il n'était pas nécessairement dans les finalistes du Heisman. Mais lui aussi, c'est un joueur que j'aimerais voir comment il fait dans la NFL. Mais il y en a d'autres, Caleb Johnson d'Iowa, qui aussi est un running back du Big Ten. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Surtout avec Saquon puis Derrick Henry qui ont ouvert la porte, oui, et qui ont donné un coup de pied dans la porte Ouais. pour que les autres running backs puissent passer à travers la porte, justement. Je pense qu'ils ont ramené le respect à la position de porteur de ballon. Là. Là, Exactement. on dérespectait la position année après année, que ce soit via le marché des joueurs autonomes, même au repêchage. Là, je pense que les gens prennent conscience à quel point le jeu au sol a toujours été important. Là. C'est pas Ouais, nouveau. Mais t'as parlé de Scotto. Tu sais, lui-même, là, durant la saison, il avait dit c'est moi le meilleur porteur de ballon au football universitaire. Je sais pas si vous avez vu ses commentaires, malgré le fait que ouais, GNT connaissait une saison historique. Mais ça reflète qu'est-ce que tu disais, la confiance qu'il a en lui. Puis l'étonnement était incroyable lors du match éliminatoire contre Texas. Il a transporté les Sun Devils. Parce que, dis-toi une chose, OK? Arizona State aurait pu gagner ce match-là. OK? Ça a été serré. Je pense qu'on avait recours à la prolongation. Là, je me souviens plus. Puis de cette édition des Sun Devils, Gilles, sais-tu il y a combien de joueurs qui ont été invités au combine, au camp d'évaluation de la NFL? Un combien? seul. Un seul, Un seul. Scalabo. C'est tout. Scalable, ouais. C'est tout. Tu sais, se montrer comment c'est pas une équipe talentueuse, puis il a Ouais, transporté cette équipe-là. En tout cas, il a l'attitude, tu sais, pour être un porteur de ballon numéro un. C'est pas le plus rapide, mais il a beaucoup aimé. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure de Genty, à quel point Genty refuse de se faire plaquer, à quel point il est robuste. Mais c'est la même chose sur Scalabo. En tout cas, moi, j'ai hâte de le voir dans la NFL, là, moi aussi. Ben, écoute, Gilles, je te remercie de ton passage. Je te remercie de nous avoir consacré de ton temps, d'avoir partagé avec nous tes connaissances, la position de porteur de ballon. Je ne fais pas passer une meilleure personne afin de discuter de cette belle cuvée à la position de demi à l'attaque lors du repêchage. On va juste patienter pour voir les joueurs qu'on vient de mentionner, ben, quelle équipe va les sélectionner lors du repêchage. merci de l'invitation. Puis peu importe quand vous avez besoin de moi, ben, je serai là pour parler de foot. Ça me fait plaisir de parler de foot. Ben, merci beaucoup, Gilles. Passe une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Marc-André, on va maintenant parler de fantasy football. Tu as préparé une chronique, un peu comme tu as fait lors des dernières semaines. Tu t'attardes sur les joueurs qui sont gagnants ou perdants à la suite de la période des joueurs autonomes. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux positions, celle de receveur de passe ainsi que celle d'ailier rapproché.
Ça fait également le tour de toutes les positions. On avait fait les porteurs de ballon puis les carrières au cours des 2 dernières semaines. Je commence à la position Mhm. de receveur de passe, un gagnant, Davante Adams des Rams de Los Angeles. Vraiment, signé un contrat de 2 ans, 46 millions de dollars, 26 millions garantis. Davante Adams, la question qu'il faut poser, est-ce qu'il est fini? Tout porte à croire qu'il n'est pas si fini que ça, là, parce que l'année dernière, il a terminé 3 fois dans le top 10 lors des 5 dernières semaines. Il a été ciblé au moins 7 fois lors des 9 derniers matchs. 7 touchés en 7 matchs pour conclure la saison. Tout ça avec l'ambiance qu'il y avait avec les Jets de New York, tout le roman savon qui a été la saison des Jets la saison dernière. Et vraiment, Davante Adams voulait jouer pour les Rams de Los Angeles. Il va être le receveur numéro 2 derrière Conakwa. Je pense qu'il pourrait vraiment connaître une saison qui pourrait peut-être retrouver vraiment son aplomb fantasy, avoir un impact assez considérable, un receveur que vous allez peut-être pouvoir repêcher en troisième, quatrième ronde. Et il ne faut pas oublier que s'aligner avec Sean McVay, c'est toujours une bonne option pour un receveur de passe. C'est l'un des meilleurs cerveaux offensifs. Mais oui, Davante Adams, on semble peut-être parfois oublier qu'il a connu une excellente saison avec les Jets de New York. Je pense que ça se pourrait se poursuivre avec les Rams de Los Angeles, surtout si les couvertures primaires sont sur Puka Nacua. Je pense que Davante Adams en a encore dans le réservoir. Il pourrait connaître une bonne saison fantasy. Ouais, Rodgers le ciblait énormément, là, tu sais, surtout justement là, durant la période à la fin de la saison, lorsque Adams a des bonnes statistiques. Mais il y avait certaines de ces passes qui étaient complétées, tu sais, c'était des calories vides. Ça, je me demande, est-ce que c'était peut-être pas un mirage? En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, mais au moins, il va avoir un bon carrière qui va lui lancer le ballon en Matthew Stafford. Peut-être moins de volume, Ouais. mais peut-être de meilleures passes et de meilleurs gains parce qu'il va être peut-être plus démarqué aussi, là. Ouais, ouais, non, mais comme tu as dit, hein, faire partie du système de Sean McVay, c'est un plus, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il y a le receveur de deuxième année des 49ers de San Francisco, Ricky Pearsall, qui avait été un choix de première ronde l'année dernière, ouais, il y a un an. Puis je crois que lui, c'est un des gagnants de la période des joueurs autonomes. Si vous vous rappelez bien, Ricky Pearsall, sa saison avait commencé, il s'était fait tirer sur la rue. Il avait manqué les 7 premiers matchs de la saison et il avait vraiment, après ça, connu un début de carrière plutôt lent. Mais par la suite, en fin de saison, il a vraiment pris son envol lors des 2 derniers matchs. Il avait été ciblé 22% du temps lors des 2 derniers matchs, comparativement à 14 lors des matchs précédents. Ça s'est traduit par 11 réceptions, 210 verges, 2 touchés pour Ricky Pearsall. Je pense qu'il est talentueux, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et avec le départ de Deebo Samuel et la blessure à Brandon Ayuk, c'est quand même ça aussi inquiétant dans le cas de Brandon Ayuk. On ne sait pas s'il sera en mesure de débuter la prochaine saison. Je pense que Ricky Pearsall et même Joanne Jennings, j'ai choisi Ricky Pearsall aujourd'hui, mais Joanne Jennings Hmm. aussi, il va avoir de la valeur là, du côté des receveurs de passe des 49ers de San Francisco. Mais je pense qu'en termes de potentiel, le potentiel de Ricky Pearsall est plus grand. C'est un receveur que vous allez pouvoir avoir dans des rondes vraiment tardives de vos repêchages. Je pense que c'est le bon vieux sleeper là, en anglais, Ouais, Ricky ouais. Pearsall pour la prochaine saison. Puis je pense qu'il pourrait connaître une éclosion si on lui met si Brock Purdy lui lance plus régulièrement le ballon. Ouais, Purcell qui a vraiment des bonnes mains. Il y a encore des rumeurs hein, qui circulent comme quoi que les Niners pourraient échanger Brandon Ayuk. Je comprends pas ça, parce que comme tu viens de le dire, il a subi une grave blessure à un genou. Il y a un gros contrat en plus de ça. Mhm. Mais je sais pas si tu as entendu ça au cours des dernières semaines, ces rumeurs-là, là, tu sais, que Mhm. peut-être que les Niners pourraient l'échanger afin également de libérer de l'argent pour la fameuse prolongation de contrat qu'on va devoir donner à Brock Purdy éventuellement. Oui, effectivement. Moi, je trouve ça un peu étrange parce que je vois pas comment. Écoute, du côté des 49ers, on est également en reconstruction. On essaie Ouais. vraiment de libérer de l'argent. Je peux pas croire qu'on va attraper un poisson avec un contrat comme ça, puis, avec Brandon Ayuk, mais j'ai bien hâte de voir. Mais oui, j'ai entendu les rumeurs. Écoute, si on échange et fait bel et bien Brandon Ayuk, mais là, Ricky Pearsall et Joanne Jennings pour la prochaine saison, ça pourrait être d'excellentes options encore davantage là, au niveau fantasy. J'ai bien hâte de voir. Oui, définitivement. Maintenant, il y a un joueur du côté des Jaguars de Jacksonville. Oui, les Jaguars. Tu crois qu'il est un des gagnants à la suite de la période des joueurs autonomes? Est-ce que tu peux être gagnant Je veux... réellement quand tu joues pour les Jaguars? C'est ça la question, ouais. Non, mais parce qu'ici, je voulais au départ vous parler de Brock Bowers, puis je trouvais que c'était trop évident. Puis ensuite, je Ouais, voulais vous ouais, parler ouais. d'Evan Engrams, mais j'en ai déjà parlé également dans d'autres chroniques.
Fait que j'ai décidé d'aller un peu plus ailleurs, de vous parler d'un autre joueur et je vais vous parler de Brenton Strange. C'est sûr que mon argumentaire sur Brenton Strange tient la route présentement, mais je serais pas étonné que les Jaguars ajoutent également un allié rapproché lors du repêchage. Mais le nouveau directeur général James Gladstone a dit que Brenton Strange était prêt à prendre davantage de responsabilités dans l'attaque des Jaguars de Jacksonville. Attaque qui manque maintenant, qui manquera à la prochaine saison, Evan Engram et Christian Kirk entre autres. L'attaque présentement aérienne, c'est Brian Thomas et c'est pas mal ça. J'ai encore, il y a Gabe Davis qui est là, mais bon, on sait que Gabe Davis, c'est souvent tout ou rien. C'est souvent un match de 4 ou 5 touchés, puis par la suite, rien du tout. Mais c'est ça. L'année dernière, Brenton Strange, ce qui est intéressant, c'est que il a obtenu 29 de ses 40 catchs en l'absence de Evan Engram. Il avait connu quand même passablement de succès. Et avec, l'arrivée maintenant de Liam Cohen, on a un parallèle à faire avec, ce qui était Cade Otton avec les Buccaneers de Ouais. Tampa Bay. Cade Otton a joué le plus grand nombre de jeux parmi les alliés rapprochés. Il était sur le terrain 98 du temps, si ma mémoire est bonne. Pour un allié rapproché, c'est ça qu'on recherche. On veut un allié rapproché pour qu'il soit productif, pour qu'il soit sur le terrain. Le nouveau coordonnateur offensif des Jaguars, c'est l'ancien coordonnateur offensif des, Vikings, Grant Odinsky, qui lui, encore là, TJ Hawkinson, au cours des dernières années, est terminé dans le top 8 pour les jeux joués à la position d'aller rapproché. Fait que ce que j'essaie de vous dire, c'est que Brenton Strange pourrait être sur le terrain fréquemment lors de la prochaine saison. Et qui dit être sur le terrain fréquemment dans une attaque dirigée par Trevor Lawrence s'il se replace. Je sais que Brenton Strange, ce ne sera pas un ailier rapproché qui sera repêché dans vos repêchages fantasy, sans doute, mais c'est de garder un œil sur lui. Il pourrait peut-être connaître, il pourrait être en ascension la saison prochaine. Ouais, c'est le thème des 3 dernières saisons, on dirait, des Jaguars. Si Trevor Lawrence se replace. Tu sais, Ouais. on dirait que c'est ça là, depuis 3 ans. Maintenant, certains joueurs, selon toi, ont été perdants à la suite de la période des joueurs autonomes, en commençant par George Pickens des Steelers de Pittsburgh. J'aurais pu choisir George Pickens, j'aurais pu choisir son coéquipier DK Metcalf parce que ces joueurs-là, la production, ils vont se bouffer l'un l'autre là, en termes de production lors de la prochaine saison. Et la grande question, évidemment, qui sera au poste de quart du côté des Steelers? Ça commence par cette question-là, que ce sera Aaron Rodgers, que ce sera Mason Rudolph, que ce sera Jackson Dart, on en a parlé tout à l'heure. Bref, ça, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Et justement, avec l'arrivée de DK Metcalf pour George Pickens, ben, ça n'augure rien de bon. L'année dernière, Pickens avait été ciblé 26,5 du temps. Ça s'est traduit seulement par 59 attrapés, 900 verges et 3 touchés. Et les Steelers, l'année dernière, ont terminé 26e par la passe dans la NFL. Et je ne pense pas, personnellement, que ça va s'améliorer cette saison. Donc, moi, je pense que George Pickens est un grand perdant de la période des joueurs autonomes. Il a davantage de compétition maintenant pour les ballons. On ne sait pas trop comment l'attaque va s'alimenter du côté des Steelers. Donc, bref, pour l'instant, George Pickens, je n'avais jamais été un fan du personnage George Pickens et je suis encore moins fan maintenant du joueur fantasy à l'approche de la nouvelle saison. C'en a un autre que j'ai entendu, là, des rumeurs de transactions, possiblement, parce que je pense là, qu'il va écouler la dernière année de son contrat, il pourrait devenir joueur autonome. Et justement, en raison de ses phrases, parce que les Steelers aimeraient s'associer avec lui à long terme. Fait que ça va être un autre joueur, peut-être, là, qui pourrait changer d'adresse durant la période des joueurs autonomes. Maintenant, on va se transporter du côté des Buccaneers de Tampa Bay, où tu crois qu'il y a un receveur qui pourrait avoir une baisse de production là, à la suite des transactions, des multi-contrats qu'il y a eu, du mouvement de joueurs durant la période des joueurs autonomes. On était tellement emballé en fin de saison l'année passée, Didier, tu t'en souviens, par Jalen McMillan. C'est une Ouais. véritable éclosion en fin de saison. 7 touchés lors des 5 derniers matchs de l'ancienne Université de Washington. Et puis là, les Buccaneers, on pensait bien qu'ils allaient faire la transition de Chris Godwin à Jalen McMillan, mais non. Signature de Chris Godwin pour 3 ans, 66 millions de dollars. C'est un énorme contrat. J'ai quand même été surpris de voir que Chris Godwin a signé pour 3 ans avec les Bucks. Donc, l'éclosion ou l'avènement, disons, en cette période de Pâques. L'avènement, c'est un beau terme à utiliser. L'avènement de Jalen McMillan, d'après moi, c'est mort dans l'œuf pour l'instant. Il va demeurer un receveur numéro 3 dans cette Oh. attaque-là. Du côté des Buccaneers, il ne faut pas oublier par contre que Mike Evans aura 32 ans la saison prochaine. Oui, Jalen McMillan, il est un receveur numéro 3 s'il n'y a pas de blessure. Mais s'il a des blessures à Godwin et à Evans, on sait que ce pas des receveurs
qui ont été en santé beaucoup lors des dernières saisons. Je pense que Jalen McMillan peut devenir, dans ce cas-là, un joueur que vous ajoutez sur votre fil de joueurs autonome. Mais pour le début de saison, je pense que Jalen McMillan, il est en régression au niveau fantasy à cause de la signature de Chris Godwin. Un mort dans l'œuf. Ouais. Il me semble qu'il y a beaucoup de liens à faire avec Pâques là-dedans, non? Je sais pas. Ouais, Il me semble, non? ouais, Non, en tout cas, il ouais. me semble qu'il y a des jeux de mots possibles. Maintenant, il y a un ailier rapproché des Commanders de Washington. Il s'agit de Ben Sinnott. Puis tu crois pas là, qu'il va nécessairement connaître une bonne saison à la suite de ce qui s'est arrivé durant la période des joueurs autonomes. Il y a plusieurs observateurs dans le cercle fantasy qui est emballé par Ben Sinnott. C'est un choix de deuxième ronde l'année dernière, en 2024. Il a Mhm. joué sporadiquement la saison dernière. On avait quand même un espoir qu'il obtienne un peu plus de temps de jeu cette année avec les Commanders, mais non, parce que les Commanders ont finalement décidé de re-signer Zach Ertz pour une autre saison. Donc, les espoirs de Ben Sinnott viennent de s'envoler en fumée. Euh, je pense encore que c'est un receveur qui pourrait se débloquer comme un allié rapproché, disons, honnête ou je voulais dire dominant, mais peut-être pas, là, mais dans le sens, un joueur honnête au niveau fantasy. Bref, c'est un projet de 2026, Ben Sinnott, mais ça, justement, la signature de Zach Ertz se fait mal vraiment à son potentiel, du moins à court terme, pour la saison 2025. Oui, la seule chose que je dirais, tu sais, Zach Ertz, il est vieillissant. Alors, tu sais, c'est notre peut-être qu'il pourra avoir son mot à dire là, éventuellement durant la saison des Commanders, tu sais, si jamais Hurts ralentit, parce que là, il n'est pas éternel, là, Zach Ertz. Là, tu sais, tu mentionnais le nom de Mike Evans tout à l'heure quand tu parlais de McMillan qui a réussi à prolonger sa séquence de saison avec 1000 verges. À un moment donné, ces joueurs-là, ils sont pas éternels, là. Ils vont devoir frapper un mur tôt ou tard. Alors, on verra. Peut-être que Sinnott aura son mot à dire dans la saison Fantasy Football à venir. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour pour cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Prochain épisode sera mis en ligne lundi prochain. Marc-André a fait allusion au mock draft qu'on va faire. On va y aller d'un mock draft des 32 choix de la première ronde, du repêchage. Tout ça, ça va être mis en ligne lundi. Puis on va avoir deux invités qui vont accompagner Marc-André et moi afin de faire nos sélections. Donc, on sera quatre. Alors, je vous invite bien sûr à partager les liens du podcast, les épisodes, vous qui êtes des mordus de football, surtout durant la saison morte. Là. Si vous écoutez ou regardez le podcast à toutes les semaines, à ce temps-ci de l'année, ben, il n'y a aucun doute que vous êtes un amoureux du football. Puis on vous remercie. On vous reparle la semaine prochaine.